5 minutes sur les lycées pro, mais on voit qu'elle ne renonce pas à son projet, malgré les critiques fortes qui se sont exprimées de la part des collègues, mais pas que. Vous avez pu voir aussi des tribunes qui sont sorties dans vos journaux respectifs, de la part de parlementaires, de la part de chercheurs notamment. Et puis des critiques qui commencent enfin à émerger. Je sais que vous n'y êtes pas pour rien, parce que le lycée pro est une voie qui est souvent invisible, qui mène à des métiers invisibles. Et tout ce qui s'est passé tout au long de l'année dernière a permis de rendre visible. Donc, merci d'être là et de nous aider aussi à déployer des contre-arguments face à ce que dit aujourd'hui Macron ou Carole Grandjean de ce point de vue-là. Alors, une des caractéristiques de cette conf de presse, je vais commenter que ça, hein, c'est certainement qu'il gouverne, il gouverne à coups de slogans mensongers. D'ailleurs, l'article du Point qui est sorti juste avant, il y a une semaine maintenant, en est une preuve incontestable. Il y a des contre-vérités et il y a aussi des omissions volontaires qui doivent bénéficier d'être mis en lumière. Leur stratégie est extrêmement compliquée. Leur stratégie est simple, mais c'est, si on peut la résumer, c'est comment donner des réponses extrêmement simples à des problèmes qui sont extrêmement complexes. Et je vais axer un peu cette conférence de presse sur la question du décrochage, qui est un phénomène complexe, et la question de l'insertion professionnelle, qui est aussi un phénomène complexe. Alors, je dis ça aussi peut-être pour me décharger d'une critique légitime que vous pourriez faire. Vous avez vu que notre dossier de presse est hyper dense. Alors, c'est pas que parce qu'on est des enseignants et des syndicalistes, mais c'est aussi que pour décrypter cette hypocrisie présidentielle et ministérielle, bah, il y a besoin d'arguments importants, il y a besoin de développer des choses. Et je pense que c'est un dossier de presse que vous pourrez garder toute l'année, parce qu'on essaye de décrypter, on a essayé de décrypter simplement et les mesures de la réforme et le pacte. Parce que, comme vous le savez, le pacte, c'est le bras armé de cette réforme. La note de service est sortie le 28 juillet. Donc, pour le pacte LP, c'est 15 missions. 4 qui sont identiques au second degré en général, et 11 missions, bonjour, qui sont le support du déploiement de la réforme. Donc, une partie de la réforme peut ne pas exister si l'ensemble des personnels refusent le pacte. Donc, on a une responsabilité, on a l'avenir entre nos mains, nous, PLP. Maintenant, ça va être compliqué, parce que vous savez que le pacte a été décidé parce qu'il y a un décrochage historique des salaires, un déclassement historique des salaires pour tous les enseignants et pour les PLP aussi. Donc, ça va être une tâche complexe qu'on va avoir à déployer à la rentrée, c'est convaincre les collègues dans tous les lycées pro de ne pas prendre ce pacte. Bon, donc, comme je vous disais, les sujets sont complexes. Donc, c'est à moi que revient de la lourde tâche d'essayer de décrypter ce gros gloubi-boulga d'hypocrisie présidentielle. Ce qu'ils ne disent pas quand on est versant éduc, c'est que l'objectif premier de cette réforme, c'est toujours de transformer nos lycées professionnels sur le modèle de l'apprentissage. Vous avez dû voir que le mot apprentissage, quand on est versant éduc, on n'en entend plus trop parler. Le mot, je parle. Par contre, versant ministère du Travail, ça continue à être présenté comme une mesure, comme une baguette magique contre tous les maux de la société. Alors, la preuve que c'est toujours leur motivation, c'est que si on regarde le pacte, il y a 5 missions sur les 11 spécifiques PLP qui sont orientées vers le modèle de l'apprentissage. Et le modèle de l'apprentissage, vous le connaissez, c'est plus d'entreprises et moins d'écoles. Donc là, on est en contradiction forte avec ce qu'a dit Gabriel Attal lors de sa conférence de presse, notamment « je veux plus et mieux d'écoles ». Donc, il y a des mesures, clairement, qui portent l'objectif d'extraire les jeunes de l'école pour les mettre au travail le plus rapidement possible. Et il y a peut-être une mesure qui est assez emblématique, j'y reviens très vite, c'est une des briques qui est la brique décrochage. Cette brique décrochage, il faut la mettre en lien avec le dispositif tout droit ouvert, TDO on l'appelle, tout droit ouvert. En fait, ce dispositif TDO, c'est détecter les jeunes
en voie de décrochage sur des signaux faibles pour les extraire de l'école et les mettre dans des structures d'insertion de proximité. C'est ça l'objectif. Donc déjà, on peut dire que c'est une mesure extrêmement stupide. Comment voulez-vous que les élèves les plus fragiles, déjà à l'école, qui ont du mal à l'école, réussissent mieux parce qu'ils seraient au travail? Là, pour nous, déjà, il y a une forme de stupidité. Mais ce qui est extrêmement grave, c'est que c'est porté au nom du ministère de l'Éducation nationale. En clair, avec cette brique, ils organisent la déscolarisation des élèves les plus fragiles. Et ça, c'est quelque part, on voit toute l'idéologie aussi de cette réforme à travers de cette brique sur le décrochage. Alors, on va essayer justement de décrypter un peu tous les mirages de la réforme, notamment, je vous l'ai dit, sur insertion pro et sur 100% insertion pro 100% et 0% de décrochage. Et ça, c'est en lien avec la mesure de fermeture des filières tertiaires pour ouvrir sur des filières où il y aurait des débouchés d'emploi et avec le biais de l'apprentissage. Alors, sur l'apprentissage, je ne vais pas vous refaire la critique qu'on fait tous les ans, parce que, comme je vous ai dit, l'apprentissage, c'est toujours brandi contre la solution magique. Tous les ans, lors de la conférence de presse et même lors de nos échanges toute l'année, on dit l'apprentissage. Déjà, c'est un système patronal. Les statuts des élèves ne sont pas identiques. À 15 ans, un jeune en lycée pro, c'est un élève. À 15 ans, un jeune en apprentissage, c'est un salarié soumis aux aléas du travail, etc., etc. Bon, il y a toute la face cachée de l'apprentissage, on l'a beaucoup dit, l'apprentissage est extrêmement discriminant envers les filles, discriminant envers les jeunes d'origine subsaharienne et maghrébine. Et puis là, récemment, peut-être ça, on peut en dire un mot, il y a eu 2 rapports de la Cour des comptes. La Cour des comptes, qui ne sont pas de grands révolutionnaires, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, avait sorti déjà un rapport à cette même époque, en juin 2022. C'est un même rapport avec de nouvelles préconisations vient de sortir en juin 2023. Donc, il y a un article dans le journal qui fait un résumé de ce que dit la Cour des comptes. Mais en gros, elle dit ce qu'on disait, c'est-à-dire que l'apprentissage aujourd'hui, il fonctionne. On ne va pas dire le contraire. On va peut-être atteindre les 1 million d'apprentis, mais il ne fonctionne que parce qu'il est perfusé avec de l'argent public, c'est-à-dire avec notre argent à nous, contribuables. Et si on regarde, si on veut être pragmatique, et Gabriel Attal a beaucoup parlé de pragmatisme, eh ben soyons pragmatiques, le coût annuel d'un élève en apprentissage, c'est 19 000 euros. Cette année, ça a bondi en réalité de 6 000 euros par rapport à l'année dernière. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, bonjour, je n'ai pas les chiffres exacts, mais en gros, le coût d'un élève en lycée pro, ça tourne autour de 9 000 euros. Donc, on voit bien que ce n'est pas décider de développer l'apprentissage à tout crin, comme le fait le gouvernement, comme le fait le ministère, ce n'est pas pragmatique. Et dans la période où on nous parle d'austérité, une mesure clairement d'austérité, c'est on arrête toutes les subventions, les aides aux entreprises sans condition et on donne de l'argent au lycée pro. Le lycée pro est plus efficace. Alors, on a des chiffres, ce document ici, là, vous pouvez le prendre aussi, un comparatif entre apprentissage et lycée pro, notamment pour les élèves. Le lycée pro est plus efficace quasi sur tous les indicateurs par rapport à l'apprentissage, en tout cas pour la classe d'âge des élèves qu'on scolarise. Alors, le mythe à déconstruire sur justement l'insertion professionnelle. En mai 2023, quand le président a fait ses annonces et a sorti enfin sous forme de dossier de presse sa réforme, ça a créé, évidemment, vous vous rappelez, on s'est eu au téléphone à ce moment-là, ça a créé un vent de panique, une angoisse énorme dans les lycées pro et notamment sur la mesure qui disait on va fermer massivement les classes de commerce-vente parce qu'elles ne sont pas insérantes et on va ouvrir des classes là où il y a de l'emploi. Il faut qu'on arrive à déconstruire, c'est un mythe. C'est un mythe. On vous a mis aussi dans le dossier de presse les chiffres de l'insertion. Si vous regardez justement commerce-vente,
le taux d'insertion en apprentissage est de 60% quand il est de 40% en lycée pro. Donc là, c'est peut-être le seul point avec lequel on est d'accord. Oui, il y a une meilleure insertion professionnelle par le système par apprentissage qu'en lycée pro. Mais le différentiel, il est extrêmement faible. Si vous regardez ce qu'on vous a mis, mais vous pouvez aller vérifier, c'est sur Insert Jeune. Donc, prenez toutes les filières Insert Jeunes qui vous intéressent sur le site du ministère et vous vérifiez, ces chiffres sont issus d'ici. Donc, oui, et encore, je dis, c'est très faible et ça devrait être mieux parce que n'oubliez pas que l'apprentissage est sélectif à l'entrée, mais aussi à la sortie. C'est-à-dire que c'est un statut de salarié, les élèves passent des entretiens, donc beaucoup ne sont pas pris pour rentrer en apprentissage, donc ils prennent en gros ceux qui considèrent les meilleurs, et pendant tout le cursus, il y a un taux de rupture qui est mais alarmant, dont on ne parle pas assez, on est à peu près à 39% de jeunes qui subissent des ruptures de contrat d'apprentissage pendant toute leur période. Donc évidemment qu'à la sortie, il reste un petit groupe de jeunes qui a tenu en apprentissage, et qui a été sélectionné et qui a tenu. Donc, ce différentiel, franchement, il n'est pas énorme par rapport à la sélectivité. En lycée pro, on reçoit évidemment tout le monde. Donc, je vous ai donné les chiffres là très rapidement de commerce-vente parce que ce sont les filières prétendument non insérantes. Mais si on regarde les filières, justement, où il y a des pénuries de main-d'œuvre. Alors, c'est la filière de l'hôtellerie-restauration, du nettoyage, du bâtiment et de l'aide et le soin à la personne. Quand on regarde ces filières-là, en termes d'insertion pro, ce n'est pas extraordinaire non plus. En cuisine, par apprentissage, c'est 50% seulement des bacheliers par apprentissage qui travaillent, qui sont en emploi ensuite à 6 mois après l'obtention de leur diplôme, et c'est 40% en cuisine en lycée pro. Donc, c'est bien la preuve que toutes ces politiques adéquationnistes qui sont mises en œuvre depuis des décennies, elles ne fonctionnent pas. Bon, on a un chiffre de toute façon sur les politiques adéquationnistes. Ce n'est pas une idée neuve. Ça fait 20 ans que les régions mettent ça en place. Il y avait 300 000 pénuries de main-d'œuvre au début du quinquennat. On est à plus d'1 million de pénuries de main-d'œuvre aujourd'hui. Donc, la raison de cette pénurie de main-d'œuvre, on la connaît. Il suffit d'interroger les salariés qui travaillent dans ces secteurs d'activité. En réalité, ils désertent ces secteurs d'activité parce que les conditions de travail et les conditions de salaire sont déplorables. Aujourd'hui, ce que veut faire Macron, c'est fermer des filières qui sont attractives comme commerce-vente, comme accueil, comme gestion d'administration, moins, mais commerce-vente et accueil, c'est attractif en lycée pro. Il veut fermer ce débouché de nos élèves pour en réalité les orienter vers des métiers qui sont aujourd'hui désertés par des actifs qualifiés. Donc, on voit là clairement le renoncement scolaire. Bon, ça, on l'a déjà dit, mais le mépris, on peut aller jusqu'à dire mépris de classe pour nos élèves de lycée professionnel. Et les impacts vont être lourds aussi du point de vue de nous, les PLP, les personnels. C'est pour ça que la profession était dans un état vraiment une angoisse qu'on n'a jamais sentie, nous, sur cette fin d'année. Puisque si on modifie les filières, obligatoirement, il va y avoir des reconversions forcées, il va y avoir des départs consentis. Alors, je mets beaucoup de guillemets à consentis, des collègues qui vont dire je quitte l'éducation nationale parce que comment, quand on est prof de commerce-vente, on va se reconvertir prof de nettoyage, on va perdre en compétences métiers. Nous, les profs de matière pro, on est très nombreux à être issus du monde professionnel. On a fait toutes et tous une carrière quasiment dans le privé avant de décider d'enseigner. Et c'est notre première carrière dans le privé aide beaucoup justement sur le travail qu'on fait avec les élèves. Aujourd'hui, un prof de commerce-vente qui devient, je ne sais pas moi, prof d'HPS, hygiène, propreté, stérilisation, n'aura plus de plus-value à apporter à ses élèves. Je vais revenir un peu plus précisément, sans être trop technique, sur ce qu'a dit Grandjean lors de sa conférence télévisée, puisqu'elle a continué à dire qu'elle allait déployer
sa réforme, alors toujours avec une absence totale de dialogue social, puisqu'elle refuse de voir les organisations syndicales. Elle préfère aller au MEDEF. Je pense que vous avez tous vu qu'elle était présente, et pas que 5 minutes, à au dernier événement du MEDEF. Donc, elle a sorti quand même, elle aussi, quelques contre-vérités qui convient de mettre en perspective avec la réalité du terrain. Alors, première chose, elle a dit que ça y est, le recrutement était fait, qu'on allait installer un bureau des entreprises dans tous les lycées professionnels. Déjà, c'est faux. Alors, je n'ai pas les chiffres de rentrée, évidemment, on va les avoir très vite, mais les bureaux des entreprises ont nécessité un texte réglementaire qui est passé, et puis un engagement des rectorats, c'est passé dans les CSA, les conseils supérieurs académiques. On a eu le schéma d'emploi. Et clairement, il n'y a jamais un BDE par lycée professionnel. Je vous prends l'exemple de Paris. L'objectif, c'était d'en recruter 13, alors qu'il y a beaucoup plus de lycées pro. Et en fait, c'est un personnel pour 2, voire 3 lycées, plus des CFA. Donc non, il n'y aura pas un BDE dans chaque établissement. Et ce fameux BDE, en réalité, c'est plutôt un bureau particulier de la propagande ministérielle. L'objectif, c'est que ce soit une personne référente qui soit très proche du monde économique et qui essaye de convaincre les collègues sur place que leur filière, elle est inefficace, la filière GA, la filière commerce-vente, et qui vont ouvrir avec un partenariat de proximité avec du lycée professionnel. Et le but intéressant, gagnant-gagnant, on va dire, pour le ministère, c'est qu'en fait, il y a des missions du BDE qui sont aujourd'hui dévolues à des personnels dédiés, que sont les chefs des travaux, les DDF, les directeurs de la formation, et leurs adjoints. Donc, clairement, c'est des postes qui, à terme, vont être supprimés. Une autre mesure, alors après, elle a sorti 3 mesures qui vont être attractives et qui sont dans le pacte et que les collègues attendent. Mais on va voir qu'en réalité, ces 3 mesures, c'est 3 arnaques. Première arnaque, c'est les groupes à effectifs réduits. Donc là, ça paraît extraordinaire. Ça y est, on va enfin mettre des groupes à effectifs réduits dans les lycées pro parce que c'est difficile. En lycée pro, on a des élèves on reçoit des élèves un peu cabossés par la vie, cabossés par leur parcours. Et le temps de présence en classe est extrêmement difficile par des comportements qui ne sont pas toujours adaptés à l'école. Mais bon, on sait faire, on y arrive et la majorité de nos élèves finissent par avoir des parcours de réussite en lycée pro. On y parvient. Par contre, on a toujours dit, nous, il faut absolument dédoubler les groupes en seconde, parce que c'est quand ils arrivent en seconde où c'est le plus difficile. Donc, on pourrait croire que, ça y est, elle a entendu la demande du SNUEP et de la FSU. Non, c'est faux. En fait, c'est une grosse arnaque. Les groupes à effectifs réduits, déjà, c'est 24 heures. C'est une brique du pacte, tout seul seulement. Et ce n'est pas des heures en plus pour les élèves, en réalité. Les élèves seront extraits de leur classe de maths ou de français parce que ça ne concerne que ces disciplines, comme s'il n'y avait que 2 disciplines qui fabriquaient les parcours, les savoirs généraux des élèves. C'est que les élèves de seconde, que en maths et en français, et ce ne sont pas des heures en plus. Ils seront extraits de leur classe, donc ils ne viendront pas à l'heure de leur emploi du temps, de 8 à 9, s'ils ont maths, ils n'iront pas, et le prof les prendra de 5 à 6, par exemple, sur une plage horaire dédiée. Donc, on est loin du plus d'écoles pour les élèves, on est loin d'un dispositif ambitieux. Et par contre, là, on est clairement dans une inégalité d'accès aux disciplines pour les élèves. Parce que si dans un même établissement, si une classe a un personnel pacté en maths et en français, il y aura moins d'élèves dans sa classe que pour ceux qui auront, pour les collègues qui vont refuser le pacte justement pour sauver nos lycées professionnels. La deuxième arnaque, c'est qui pourrait aussi
par rapport à nos revendications, c'est la question des options. Les élèves de lycée pro vont avoir des options. Il y a un scandale aujourd'hui, hein, quand il y a une multiplication d'options au lycée général et technologique. Alors, il y en a trop et ça a créé des usines à gaz. Ce n'est pas ça qu'on voulait, nous, hein. Mais nous, en réalité, il n'y a pas d'options en lycée professionnel. Quasiment pas. Il y en a 2 et qui ne fonctionnent pas en plus. Donc, quand on a entendu parler d'options, on s'est dit, on va voir ce qu'ils vont mettre derrière. Et très vite, quand on a rencontré la DGESCO, et ça s'est confirmé évidemment lors des diverses réunions et de la note de service, ces options n'auront pas de contenu, n'auront pas de certification, ne permettront pas aux élèves d'avoir une plus-value le jour de leurs examens. Elles sont quantifiées, c'est des options qui ne dureront que 24 heures dans l'année. Pardon. Encore une fois, c'est assez révélateur du mépris pour nos jeunes. Et quand on regarde, quand on a posé des questions, en fait, ça ne s'appelle pas des options, ça s'appelle des activités optionnelles. C'est plus du ressort ça ressemble plus à du périscolaire que réellement à du scolaire. Et quand on a posé des questions, puisqu'il y a 5 options qui sont explicites, hein, art oratoire, philosophie, codage, entrepreneuriat, donc déjà, vous imaginez ce qu'on peut dire de tout ça, on l'a déjà développé. Mais lors des réunions, on leur a demandé, vous dites qu'on peut élargir les options. Est-ce que, par exemple, Sophie Vénétité, qui fait du badminton, peut mettre une option badminton? Est-ce que Sigrid Gérardin, qui décide qui aime faire la cuisine, c'est pas vrai en plus, hein, peut faire une option pizza? Est-ce que si je suis une influenceuse en maquillage, on peut faire une option relooking? Ils nous ont dit oui. Alors que c'était quand même des questions pièges. Même vous, je vous ai vu rire, vous aviez compris. Ils nous ont dit oui. Et les questions, elles étaient pièges, pas pour les faire rire. C'est qu'à un moment, attention, il y a des histoires de sécurité. Moi, c'est pas parce que je sais faire une pizza que je peux aller dans un atelier. Il y a des histoires de certification aussi. Le PS, c'est un métier. Les collègues de PS, ils passent un concours et des certifications pour pouvoir enseigner le sport. Enfin, le PS, pardon. C'est pas. Donc, il y a des options. C'est hors de question qu'elles soient mises en œuvre. Bon, donc là, on est plus dans des options développons les talents des PLP. On est dans un atelier développons les talents des PLP et c'est clairement une arnaque pour les élèves. Troisième arnaque, elle l'a dit, hein, enfin, elle n'a pas dit que c'était une arnaque, elle a présenté évidemment comme un projet extrêmement ambitieux, c'est la question de maintenant, tous les élèves de lycée pro pourront obtenir un bac+1. Et d'ailleurs, les entreprises, et ça je la rejoins, les entreprises recrutent plus à bac+1, bac+2, bac+3 qu'avec uniquement un bac. Alors, et elle a parlé évidemment des certificats de spécialisation. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'en aviez pas entendu parler, c'est ni plus ni moins que les anciennes mentions complémentaires. Donc, c'est quelque chose qui existe, elle en a changé le nom. Donc, les certificats de spécialisation, c'est des mentions complémentaires. Par contre, ce qu'elle a omis évidemment de dire, c'est que maintenant, les certificats de spécialisation vont uniquement être financés par le pacte. Donc, il y aura des certificats de spécialisation dans les lycées que si les collègues s'engagent dans un pacte. Et alors que les mentions complémentaires étaient financées dans la DHG, c'est-à-dire que le rectorat donnait des heures postes au lycée pour mettre des profs devant élèves toute l'année. Donc, ces certificats de spécialisation n'existeront et ne seront pérennes que si les collègues sont engagés. Vous voyez la perversité du pacte. En lycée pro, c'est abject, en fait, ce qu'ils sont en train de faire. C'est qu'ils vont partir des bons sentiments des profs, parce que les profs, si l'école tient aujourd'hui, et surtout les lycées pro, c'est par la conscience professionnelle très forte des collègues. On peut être attiré, si on ne comprend pas le pacte, on va se dire, ah bah oui, je vais faire la brique, je prends la brique décrochage, c'est bien pour mes élèves. D'autres vont dire, bah oui, nos élèves, ils ne sont pas pris en BTS, donc je vais m'engager pour eux dans la brique certificat de spécialisation. Et en réalité, ils vont participer au démantèlement, au déploiement de la réforme et au démantèlement des métiers, des filières et mettre en danger en fait l'avenir des jeunes. C'est là où c'est extrêmement pervers. Donc c'est pour ça qu'on va avoir un rôle énorme en termes de décryptage. Je vais plus être très longue.
vous l'avez toutes et tous remarqué, ça j'en suis sûre, il y a eu une omission. Elle n'a pas parlé du tout de l'augmentation des stages. Et je pense que vous avez compris pourquoi. L'augmentation des stages est intimement liée avec la question de la remise en cause de la terminale telle qu'elle existe et de l'avancement des épreuves du bac pro en mars. C'est parce qu'elle mettrait les épreuves en mars qu'elle peut développer son doublement des semaines de stage en entreprise. Donc là, évidemment, c'est silence radio depuis. J'ai contacté le ministère, ils n'ont pas complètement arbitré encore, mais c'est toujours dans les tuyaux. Alors là, c'est une mesure qui a provoqué une colère forte et la mobilisation à l'automne des PLP. Clairement, pour nous, c'est un sujet chaud et un sujet extrêmement explosif à la rentrée parce que qui, dans l'opinion, s'il persiste à mettre en place cette brique ou cette mesure, pourra comprendre que l'échec de ce qui s'est passé en lycée général et technologique soit en réalité appliqué à nos lycées pro. Là, j'attends leur tour de passe-passe et leur tour et leur communication parce que je ne vois pas comment ça va être possible. Et en tout cas, nous, on va combattre ça avec les collègues. On va bien expliquer aux collègues aussi qu'on les connaît, et on sait que Carole Grandjean ne renonce pas pour le moment, donc il faut se tenir prêt aussi sur cette question-là. Alors, vous avez vu, hein, beaucoup de mesures, avec les fermetures de filières, avec la classe de terminale et puis tout le reste. Hein. Donc, nous, on va déployer évidemment toute notre énergie de rentrée à décrypter, à populariser nos analyses en lycée pro pour essayer, dans un premier temps, évidemment, ça va être une bagarre avec le pacte qui va être compliqué à mener parce qu'il ne s'agit pas qu'on ne soit plus solidaires entre nous. On sait que c'est compliqué vu les salaires. Enfin, je pense aussi à mes collègues qui sont en situation monoparentale, c'est dur. Mais au moins que chaque PLP qui s'engagerait connaisse les tenants et les aboutissants. Normalement, d'ici la fin du semestre, ça vous donne aussi un agenda, je pense, d'ici la fin de semestre, s'ils persistent à vouloir modifier la terminale et augmenter de 8 semaines les stages, le texte doit sortir avant décembre. Donc là aussi, on verra si on a réussi à les faire reculer vraiment ou s'ils vont persister. Et puis, début 2024, là, on aura une perspective, je pense, sur les fermetures de filières et les premiers combats qu'on va mener contre ces fermetures de filières. Donc voilà, en gros, on va répondre à vos questions, hein, mais il y a aussi peut-être quelque chose, on ne parle plus de la réforme Blanquer. Gabriel Attal, dans sa conférence de presse, a dit qu'il voulait mettre en place un choc des savoirs. Alors, on lui dit chiche. Est-ce que cette phrase va rester de l'ordre du slogan pour les élèves de lycée pro? Et nous, ce qu'on demande un peu solennellement à Gabriel Attal, eh ben déjà, première mesure à prendre dans les lycées pro, c'est redonner toutes les heures spoliées par la réforme Blanquer aux disciplines. Et là, on pourra commencer à discuter sérieusement de la suite pour les lycées professionnels. Je vais vous laisser poser vos questions. Bonjour, Violaine Morin pour Le Monde. Moi, j'avais une question sur le pacte. Bon, c'est un peu la question qui tue, mais comme vous l'avez bien rappelé, il y a une partie des mesures qui dépendent quand même du pacte. Donc, il y a ce truc très paradoxal, indépendamment de ce qu'on peut penser par ailleurs du gouvernement et de ce qu'il fait. Et je veux dire, c'est même pour nous, journalistes, c'est très bizarre, quoi, parce que tout repose en fait sur ça. Or, ils ne nous disent pas combien d'enseignants prennent le pacte. Donc, en fait, nous, on peut même pas, en tant que journaliste, on peut même pas savoir s'il y a une effectivité des mesures qu'a annoncé Carole Grandjean dans les classes à la rentrée. Et du coup, ma question est très simple. Est-ce que vous avez un retour du nombre d'enseignants qui veulent s'engager dans le pacte? Oui, alors, vraiment très vite. Hein. En juillet, on a appris... Alors, en juin, ce qui s'est passé, c'est que le pacte était non sécable. Vous vous rappelez, c'était 6 briques ou rien. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aucun PLP ne s'était engagé. Enfin, c'était peut-être, il y en avait les remontées qu'on avait même du ministère, c'était vraiment une petite dizaine
sur toute la France. Donc, ils ont rendu ces câbles. Après, il ne faut pas oublier que la note de service est sortie tard. Donc, il y a même des proviseurs, pour une fois, ne nous ont pas vendu le pacte. Et le pacte, en fait, va être vendu à cette rentrée. Donc, depuis qu'il est sécable, les infos un peu off, c'est qu'ils sont loin d'attendre les 30%, parce que c'est ça leur objectif. Ils ne le disent pas, mais ils veulent 30% de pacté dans toutes les DUC. Ce n'est pas que les lycées pro. Il semble que ça ne prend pas dans certains secteurs, lycées généraux et technologiques. Et en juin, ça a commencé à remonter dans les lycées pro et ça remontait un peu dans les collèges. Mais on n'a pas de chiffres exacts. Là, on les aura. Je pense qu'on aura un bilan réel parce que le nombre de pactes doit être communiqué au conseil d'administration des établissements. Donc, on va faire une enquête, évidemment, parce que tout ce qui est de l'ordre de l'organisation pédagogique et financière doit passer par le conseil d'administration. Donc, c'est à ce moment-là où on aura un chiffre officiel qu'on mettra évidemment en comparaison avec celui qu'ils vont nous annoncer. Juste en complément, après qu'on soit très clair, leur pacte lycée pro était calibré pour que, grosso modo, la moitié des professeurs de lycée professionnel soient avec un pacte complet lycée pro à 6 missions, 6 briques. Très clairement, nous, ce qu'on voit sur le terrain des remontées, c'est qu'on n'arrivera pas. Ça voudrait dire que même si maintenant il est sécable, ça voudrait dire que tous les PLP devraient prendre au moins 3 missions pour que la référence se mette en place et que tous les dispositifs se mettent en place. On n'y sera pas. Très clairement. Donc là-dessus, très clairement, mais ça montre aussi la méconnaissance complète qu'ils ont des collègues PLP et du terrain, et du fait qu'ils avancent tout seuls dans leur coin côté ministère du Travail, et qu'à aucun moment, il y a un minimum de connaissances, voire même de dialogue social, si c'est encore un mot qu'on peut employer avec eux, quoi. Alors, Lilia Benamouda du Café Pédagogique, je reviens aussi à une question autour du pacte parce que j'ai l'impression que c'est assez central pour le lycée professionnel en tout cas. Alors, premièrement, est-ce que ça désorganise complètement l'école? Parce que là, pour le coup, les chefs d'établissement ne peuvent pas prévoir leur année scolaire, si je comprends bien. Deuxièmement, ça va être compliqué pour vous de convaincre parce qu'on connaît la culpabilité des profs vis-à-vis de leurs élèves. Et finalement, il y aura une école à plusieurs vitesses qui existe déjà, mais déjà au niveau du lycée professionnel, si je comprends bien. Et est-ce que ça ne va pas sacrifier au moins une génération le temps que vous arriviez, si vous y arrivez, à réformer tout cela? Sur la désorganisation, clairement, puisqu'il y a des briques qui sont quantifiées. Il est clairement écrit qu'il faut absolument garder des plages horaires dédiées dans les emplois du temps. Si on préempte des emplois du temps, des plages horaires dédiées pour, je pense aux options, au remplacement courte durée, parce qu'on a ça aussi, il y en a 5. Pour les dédoublements, etc., du coup, on prend des plages sur les plages horaires disponibles pour tous les non pactés. Et nous, ce qu'on a vraiment avancé aussi, c'est que ça serait complètement irresponsable que les non pactés soient impactés dans leurs conditions de travail par les pactés. C'est ça. Là-dessus, on va essayer justement de voir. Alors, cette année, c'est l'année test. Il y a même une brique, le fameux bac plus 4 mois, ambition emploi, parce que tiens, elle en a parlé aussi. La brique ambition emploi, c'est qu'en fait, on peut garder nos élèves, une fois qu'ils ont terminé leur cursus, qui sont bacheliers, sous statut d'élève pendant 4 mois jusqu'au mois de décembre. Donc là, les pactés vont s'occuper d'un groupe d'élèves pour leur trouver des stages, des contrats d'apprentissage, donc on devient aussi VRP, ou des contrats de travail pendant 4 mois. Mais tout ça aussi, ça demande aussi un espace géographique. Alors, les situations sont disparates entre les académies, mais je prends l'Académie de Paris que je commence à connaître un petit peu maintenant. Les lycées pro sont petits. Et clairement, il n'y a pas de place simplement physique dans les bâtis scolaires pour avoir des salles dédiées justement pour recevoir des petits groupes d'élèves. Quant aux emplois du temps, ça va être chaud, oui. Oui, c'est tout le travail qu'on a mené déjà depuis le printemps. C'est aussi ce travail-là de terrain qu'on a commencé qui a permis qu'il y ait ce premier blocage, on va dire, par rapport au CIBRIC, parce que le discours dans l'établissement n'était pas du tout le même. Donc, c'est tout effectivement ce qu'on va faire. Les remontées qu'on a quand même du terrain, c'est qu'il y a des collègues qui sont en phase d'attente. C'est de se dire, on veut voir comment ça se met en place peut-être une année.
On sait aussi très bien que les chefs d'établissement à gérer ça, ils ne l'ont pas demandé et ça va être très complexe. Nous, ce qu'on craint quand même, alors c'est par rapport à la modification du métier, à la modification de ce qui se passe dans l'établissement. C'est pour ça qu'on veut déposer une alerte sociale et qu'à chaque formation spécialisée sur les conditions de travail, on intervient à nouveau pour qu'il y ait vraiment une étude d'impact, parce qu'elle est très claire, c'est un changement de fonctionnement radical des lycées professionnels, mais aussi on nous demande un changement de métier en effaçant notre cœur de métier qui est enseigné. Donc là, ça fragilise et on alerte fortement pour les personnels, et d'ici derrière, ce sont les personnels qui sont impactés, ce sont aussi les élèves. Donc on partage sur l'idée d'une génération sacrifiée, on risque d'y arriver, très clairement. On ne le souhaite pas, c'est pas parce qu'on le dit qu'on le souhaite, mais on a une crainte très forte par rapport à cet élément-là. Donc dès l'après-rentrée et puis tout le mois de septembre, octobre, on va continuer à informer, à convaincre les collègues. On a quand même une chose assez forte, c'est que dès le mois de juin, l'ensemble de l'intersyndicale lycée professionnel s'est adressé aux collègues par un tract et par des motions unitaires pour appeler à ne pas signer ce pacte-là. Enfin, le pacte LP. Voilà. Bonjour, Hakim Yasmi, le France Culture. 3 petites questions rapides. Je voulais vérifier un chiffre avec vous. Vous disiez c'est bien 15 missions dans la réforme du bac. Les 15 missions dépendront directement du pacte. Voilà. D'autre part, je voulais aussi voir avec vous, est-ce que vous ne craignez pas que, comme avec la réforme du bac, quand on a mis en place les spécialités, que du coup, en fonction des moyens, en fonction des pactes signés ou pas, que cela crée de la concurrence entre les établissements, voire peut-être même que certains parents d'élèves mettent leurs enfants dans le privé, faute de spécialité, dans un établissement plus proche de chez eux. Et quelle est votre position par rapport à la rémunération des élèves qui seront rémunérés durant leur stage, environ 2 000 € pendant les 3 ans de formation? Alors, première réponse, c'est simple. Il y a 15 briques dans le pacte LP, 4 qui sont communes aux lycées généraux et technologiques. Et donc, je vous les avais, vous avez tout dans le dossier. Et 11 qui sont spécialement dédiés au déploiement de la réforme. 11 briques en tout. Sur la concurrence, c'est évident qu'il va pouvoir y avoir de la concurrence. Il peut y avoir aussi l'illusion de « je rentre dans le pacte, je mets ça en place ». On sait que, je le redis, la conscience professionnelle des collègues est très forte. Et comme ça, je vais sauver mon lycée pro. Ça, il y a des risques de ce point de vue-là. La concurrence avec le privé, nous, la vraie concurrence qu'on a, en réalité, c'est la concurrence avec l'apprentissage. C'est ces 2 systèmes-là. Après, je me souviens au mois de janvier, quand les IPS sont sortis, si on a un petit peu analysé les choses, vous le savez, les lycées pro scolarisent majoritairement les classes populaires, des milieux les plus défavorisés. Et en fait, quand il y a un peu moins défavorisés, généralement, ils ont un capital réseau aussi, donc ils arrivent à rentrer dans l'apprentissage. Et ce qu'on voit pour les élèves qui vont dans des lycées pro-privés, alors les lycées pro-privés, il n'y en a pas beaucoup, il y a beaucoup moins de concurrence par rapport à ce qui existe dans les écoles, les collèges et les lycées. Ils sont tout petits. En plus, eux, ils ont de la chance parce qu'on ne leur impose pas toutes les réformes, contrairement à nous. Et c'est plutôt les parents qui mettent leurs enfants dans les écoles privées, dans les lycées pro-privés, c'est plutôt, on va dire, la classe moyenne. En fait, ça peut être des profs, par exemple, malheureusement, ça peut être des journalistes aussi. C'est l'idée que c'est des élèves qui n'ont pas de grosses difficultés scolaires, mais plutôt des difficultés de comportement. Et avec les réseaux, ils n'ont pas réussi à les faire entrer en lycées généraux et du coup, ils les mettent dans des lycées pro-privés. C'est ça la différence entre lycées pro-privés et lycées pro-publics. Après, sur la rémunération, on s'est beaucoup exprimé le 4 mai. Depuis, sachez quand même que la quasi-unanimité du Conseil supérieur de l'éducation a voté contre, pour les mêmes raisons que nous, c'est-à-dire qu'on valorise uniquement les stages qui devaient être des périodes de formation au détriment d'une valorisation complète financière sur l'année. Les chefs d'établissement sont vraiment montés au créneau aussi parce que c'est eux qui vont déclencher le non-paiement
C'est-à-dire que s'il y a des absences en stage, il y a un système numérique pour déclencher le non-paiement de ces rémunérations. Donc, on imagine les conflits qui pourront exister avec les familles et les élèves s'ils n'ont pas la totalité de la rémunération. Et puis, c'est le montant. Enfin, c'est quand même incroyable. Dans le dossier de presse de la réforme de Macron, il y a écrit que le lycée pro coûte 130 € de plus à la charge des familles que le lycée général et technologique. On les remercie parce que nous, ça fait longtemps qu'on essaye de calibrer ce chiffre parce que c'est difficile, parce que je sais qu'il y a des aides aussi des régions sur les équipements de protection individuelle, etc. et qu'on a toujours eu du mal à calibrer ce chiffre. Voilà, 130 € par mois. Donc, on est loin avec cette rémunération déjà de combler. Et puis, ce qu'on demande, c'est une allocation d'études. On sait que les gamins viennent majoritairement des familles défavorisées. Le lycée professionnel coûte plus cher. Quand ils sont en stage, il faut qu'ils payent la cantine, par exemple. Alors qu'au lycée, la cantine, elle est payée avec les bourses qui existent, etc. Donc oui, il faut une allocation d'études pour nos élèves, mais pas qu'elle ne soit pas orientée sur le stage, l'absence en stage. En gros, c'est une allocation de salaire, on pourrait presque dire, parce que vu que c'est que lié au travail, alors que nous, en plus, on pense que les stages sont des supports d'enseignement, ne devraient pas être des lieux de travail. On s'est déjà aussi beaucoup exprimé sur les difficultés en stage où nos élèves sont sur des tâches répétitives, subalternes, qui n'apprennent pas grand-chose, sans compter qu'ils sont exposés aux produits chimiques, sans compter les problématiques de VSS, etc. Donc, les stages, pour nous, ils devraient même être réduits et pas augmentés. Et en tout cas, ils devraient être sécurisés pour nos élèves. Oui, bonjour, excusez-moi, Louise Salé pour Europe 1. Justement, sur les stages, vous avez beaucoup parlé d'augmentation de durée de stage. Pourtant, il me semble que Carole Grandjean avait reculé sur ce point d'augmentation de 50%. Et voilà, cette éventuelle augmentation de durée des stages, quel impact ça aura sur l'enseignement général ? Alors, sur l'augmentation globale de la durée des stages pour tous les élèves, il y a eu effectivement un recul que l'on a appris au printemps, finalement, au moment de la description de la réforme par Emmanuel Macron lui-même, puisqu'il n'était plus question d'augmenter pour l'intégralité des élèves la totalité des stages de 50%, ce qui représentait un nombre aberrant de semaines de stage pour l'ensemble des élèves. Et ce que disait Emmanuel Macron à travers son dossier de presse lors de son discours de Saintes, c'était qu'il était question de réorganiser uniquement l'année de terminale et en fonction de la volonté des élèves, entre ceux qui désireraient en terminale s'insérer directement l'année suivante et ceux qui désireraient poursuivre des études et qui, de ce fait, en terminale, ne suivraient plus le même cursus. C'est ce qui a provoqué à cette époque-là cette volonté de transformation du calendrier scolaire et d'organisation de l'année de terminale avec des épreuves qui seraient ramenées en mars, à l'instar de ce qui était proposé sur la voie générale et technologique, et donc avec des cursus qui différeraient postérieurement à ces épreuves de mars entre ceux qui voudraient s'insérer professionnellement et donc verraient leur temps de stage allongé et ceux qui voudraient poursuivre des études et bénéficieraient de cours renforcés. Je crois que c'était ça le terme, dont on ne sait d'ailleurs pas exactement en quoi ça consiste, que des cours intensifs. Voilà, parce que nos autres cours ne doivent pas être intensifs, probablement qu'on fait des cours light et qu'après, là, il faut faire quelque chose d'intensif. Bref. Et comme vous le savez, il y a eu un petit changement dans le paysage entre-temps, et notamment un repositionnement du ministère par rapport à l'organisation sur la voie générale et technologique des épreuves, et notamment le redécalage de mars vers juin. Et c'est ce que Sigrid disait en introduction, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne sait pas trop où on va, parce que est-ce qu'ils vont rester sur cette volonté de faire l'inverse en LP pendant qu'ils reviennent sur leur position en voie générale et technologique? Est-ce que, alors que nous, on était toujours sur des épreuves en juin, ils vont finalement nous les mettre en mars pour permettre cet allongement des durées de PFMP, etc. Bref, on attend les textes.
Pour l'instant, on est un peu dans cette position. Nous, on n'est absolument pas favorable à une organisation d'épreuves en mars, de même qu'on n'est pas favorable à ce qu'il y ait une différenciation des parcours des élèves de terminale, parce que quand il y a cette différenciation des parcours, et compte tenu des moments où les décisions doivent être prises par les élèves, après, on se retrouve dans une sorte de processus irréversible, alors qu'on sait très bien qu'un élève de terminale peut, jusqu'à la dernière minute, se projeter différemment dans l'année scolaire en fonction de l'évolution de ses résultats et justement de l'obtention ou non de l'examen. Enfin, voilà. Et donc, si d'un seul coup, en septembre, pour organiser les groupes correctement au cours de l'année, etc., ils disent « Ah ben non, l'an prochain, je m'insère professionnellement », et qui sont en situation de réussite et qui ne peuvent plus changer. Enfin, voilà. Donc, nous, on n'est pas favorable de toute façon à cette réorganisation globale et à la différenciation des parcours en fonction d'une volonté qui peut évoluer en cours d'année. Donc, la durée des stages, nous, on pense qu'elle doit être globalement réduite. Et pour l'instant, on n'a pas de réponse précise à vous donner sur est-ce qu'une partie des élèves de terminale vont, oui ou non, faire des stages en plus, dans la mesure où les textes ne sont pas parus et que nous, on essaye de faire pression compte tenu du contexte global parce que ça ne pourrait être organisable que dans le cadre d'une réorganisation totale de l'année de terminale. Et comme ils ont fait machine arrière sur la voie générale et technologique, nous, on essaye de faire en sorte qu'ils n'aillent pas dans la même direction sur notre voie et qu'on reste, pour l'instant, dans une situation de statu quo. Donc, on attend la présentation des textes au CSE et on imagine, puisqu'il s'agissait à la base de réorganiser les années de terminale commençant à la rentrée 2024. On imagine que pour que ce soit faisable en termes d'organisation tout au long de l'année scolaire, de DHG, de tout un tas de processus d'organisation des examens, etc., on pense que les textes devraient être présentés, s'ils le sont, un jour, avant probablement les vacances de Toussaint, quoi. Mais pour l'instant, on n'a pas plus de renseignements que ça. Ah bah, j'espère. Et puis, on a l'expérience des épreuves de spécialité. Laisser faire les choix, c'est laisser faire les inégalités. On l'a vu avec les épreuves. Bonjour, Marie-Christine Corbier des Échos. J'ai 3 questions. Première question sur le dispositif Ambition Emploi. C'est donc quelqu'un qui a le bac, qui n'a pas de solution, il revient 4 mois dans le lycée. Est-ce qu'il va se glisser dans des cours de français ou de maths en seconde, première ou terminale? Question 1. Question 2, les formations à Bac+1, qui va les faire? Parce que le développement annoncé est conséquent. Est-ce qu'il y a des nouveaux profs qui vont être recrutés ou est-ce que ça sera des profs associés? Et c'est ma 3e question, ces fameux profs associés, où on en est des recrutements? Voilà. Merci. Bon, très vite. Ambition Emploi, c'est pour évidemment les bacheliers sur 4 mois. Alors, ça peut être bachelier ou non bachelier. Des élèves qui n'obtiennent pas le bac et qui n'ont pas envie de refaire une année peuvent rentrer dans ce système Ambition Emploi. Il faut qu'ils aient terminé leur cursus. C'est pareil, hein, c'est laissons faire les talents des PLP et laissons l'imagination aller. Mais quand même, il y a une orientation claire sur l'insertion professionnelle, les stages, les contrats d'apprentissage. Ça, c'est l'orientation. Par contre, rien n'empêche par exemple, pour un non-bachelier qui s'insère exceptionnellement dans une classe avec l'accord du collègue, hein, par contre, parce qu'il y a ce droit qui existe, qui n'est jamais activé, c'est le droit opposable au redoublement, normalement, pour nos élèves. On avait arraché ça il y a quelques années avec les camarades de la FSU. Ça, en réalité, c'est très peu activé. Qui va enseigner? Ce sont des profs. On n'a pas vu dans le PLF ou dans tous les documents une volonté de recruter plus de PLP. C'est plutôt l'inverse, hein. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Ce sont les PLP qui actuellement enseignent en mention complémentaire. Donc, on a déjà des PLP qui enseignent en mention complémentaire. Et là, leur objectif, c'est de transformer ces mentions complémentaires donc, en certificats de spécialisation et surtout de financer uniquement dans le pacte. Donc, les enseignants, on n'a pas besoin d'aller les recruter ailleurs. Il faut que ce soit des enseignants qui veulent prendre la brique du pacte. Vous voyez, hein, c'est ce que je disais, c'est hyper pervers. Quant aux profs associés, on en a quelques-uns
D'accord, ça existe, je crois que c'est un camarade de Limoges qui a c'est extrêmement rare, hein. Il y a un boucher à Limoges qui a son lundi 8 heures de cours avec une classe parce qu'ils n'arrivent pas à recruter de PLP boucherie. Et donc, le reste du temps, c'est les profs qui le font. Donc, ça existe. Évidemment, vu l'état de nos salaires, vous inquiétez pas, ça ne se bouscule pas au portillon. On a quand même très peu de gens du privé qui veulent venir enseigner. Ça existe aussi, évidemment, à l'université, mais ça, c'est complètement différent à l'université, hein. C'est pour d'autres raisons. C'est des modules pour les gamins de politique publique, par exemple, etc. Donc, cette histoire de prof associé, en fait, c'est encore un chiffon rouge que Macron sort, mais à chaque fois, je pense que demain, après-demain, pardon, à Orange, il va en parler. C'est en réalité pour discréditer les PLP, dire que nous, on est extrêmement éloignés du monde de l'entreprise, on comprend rien, on fabrique des chômeurs, etc. Pour moi, ça sert à ça. Après, on verra, on fera le point l'année prochaine, peut-être au même endroit, je vous dirai le contraire, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de monde qui... Oui, tu parlais de perversité de la mise en place de ce système, Sigrid. Sur les mentions complémentaires, on l'a dit tout à l'heure, pour l'instant, il y avait des heures dans les emplois du temps des collègues. Et là, il va y avoir, au gré de leur basculement vers des certificats de spécialisation, ces heures ne seront plus attribuées dans les DAG et les collègues qui enseignent déjà, puisque ça existe déjà, et au-delà de la création supposée, et en tout cas annoncée par le gouvernement, de certificats de spécialisation supplémentaires au-delà de ce qui existe déjà, eh bien, les collègues qui enseignent déjà dans les mentions complémentaires actuellement, s'ils veulent pouvoir continuer à le faire, il y a une forme d'obligation à signer le pacte sur cette brique-là. Parce que sinon, les heures de cours qu'ils assument vont disparaître de l'emploi du temps, puisqu'elles ne seront plus financées par les dotations horaires globales. Donc, il y a cette espèce de perversité d'aller pousser les gens à dire, bah, si tu veux continuer à faire cette mission, faut que tu signes le pacte, mon gars, parce que, enfin, mon gars ou ma fille, parce qu'il y a aussi des mentions complémentaires où il y a des personnels féminins qui interviennent, évidemment. Donc, voilà, en gros, on est dans une situation où des personnels ne vont pas avoir le choix, c'est-à-dire que s'ils veulent pouvoir juste continuer à faire ce qu'ils faisaient, eh ben, ils ne pourront plus le faire qu'à travers le pacte. Et ça, c'est vraiment l'exemple caractéristique sur ces certificats. D'ailleurs, notons que ce n'est pas anodin. En Conseil supérieur de l'éducation, on a demandé à ce que ça reste appelé diplôme de formation complémentaire ou quelque chose comme ça. Et non, eux, ils veulent que ce soit un certificat. La mention complémentaire, c'était un diplôme. Le changement de nom, ce n'est pas juste un changement de nom, hein, c'est un changement de paradigme aussi, c'est-à-dire que d'un seul coup, on donne une certification, on ne donne plus un diplôme. Bon, bref, donc voilà, il y a effectivement un certain nombre d'effets pervers de cet ordre, aussi bien au niveau des postes qui sont liés à ces Bac+1 qu'au niveau du contenu d'enseignement. Beaucoup vont probablement être davantage ouverts dans les établissements en apprentissage qu'en formation scolaire. Et en termes de valorisation sur le marché du travail, on va valoriser une certification et non plus un diplôme qui, par ailleurs, n'élevait pas, mais n'élèvera pas plus, davantage, le niveau de qualification de la personne recrutée. C'est-à-dire que de toute façon, elle aura la même échelle de rémunération au final qu'elle ait ou qu'elle n'ait pas cette certification, quoi. J'ai le micro, désolé. 3 petites questions. Est-ce que les enseignants en PLP font beaucoup d'heures supplémentaires? Parce que ça nous donne une vision de s'ils vont signer le pacte ou pas. Vous avez plus de 16% de contractuels chez vous. N'avez-vous pas peur que justement, il y ait une forme de pression qui leur soit mise pour qu'ils signent le pacte et auquel cas, il ne reste plus que 13% pour arriver aux 30%? Et si vous pouviez juste, je ne comprends pas bien la différence entre le contractuel et le professeur associé.
Donc les professeurs de lycée professionnel font un peu plus d'heures supplémentaires que les certifiés, mais ça reste à la marge sur la moyenne. Ça s'explique par deux choses. Un, le fait que sur certains corps de métier, il y a énormément d'heures supplémentaires qui sont faites, on va dire par habitude, par us, voilà, par coutume, mais aussi par manque d'enseignants. Très clairement, puisque voilà, tous les ans, il nous manque 3300 emplois, là encore, l'année dernière, qui n'ont pas été pourvus. On a encore un quart des postes qui n'ont pas été pourvus au concours cette année. Donc, on a une crise de l'attractivité qui est très forte. Donc, un peu plus, mais ce n'est pas non plus, je veux dire, 2 fois plus que ce que peuvent faire les certifiés hautes. On est sur la moyenne concernant cela. Et l'estimation du ministère, hein, ce n'est pas la nôtre, c'est 42 heures de travail par semaine pour les professeurs de lycée pro. Donc, si chaque brique doit ramener 1 heure, 2 heures, 3 heures en plus, on va largement exploser tout ça. De fortes craintes, effectivement, sur la situation des contractuels. On a un nombre de contractuels qui explose du fait du manque de l'absence d'attractivité sur les concours. On a déjà des remontées de terrain où des contractuels nouvellement nommés sur un établissement et ou en renouvellement de contrat, où déjà on leur parle des briques et que ce serait bien de les prendre pour pouvoir rester dans l'établissement. Donc ça, c'est des choses on a alerté nos équipes pour le dénoncer tout de suite et le faire remonter très rapidement, parce que c'est pas comme ça et on n'est pas au chantage. Et si en plus on veut attirer, permettre à plus de personnes de venir vers l'enseignement, notamment dans les lycées pro, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Donc des craintes, on sait que, alors on l'a pas vu encore côté PLP, mais on sait qu'il y a eu parfois des annonces, notamment dans le premier degré, où il était marqué très clairement que pour signer le contrat, il fallait en même temps accepter la brique des vacances apprenantes au mois d'août. Et la dernière question, en fait, donc, les professeurs associés, c'est un type de contrat de contractuel, mais qui est très peu usité, etc. Où soit c'est une personne qui est à mi-temps et qui va venir intervenir ponctuellement, soit à temps plein. Ce qui change fortement par rapport à un contractuel CDD, CDI qu'on a l'habitude d'avoir de droit public, c'est qu'eux sont annualisés. C'est-à-dire dans le texte, pour les professeurs associés, ils sont annualisés. Alors que les contractuels qu'on a massivement en lycée pro, ils ont de fait le même statut que nous en termes de volume horaire avec les 18 heures hebdomadaires et ainsi de suite. La grosse différence est là. Maintenant, très clairement, quand on voit que déjà qu'on a du mal à recruter des contractuels à l'année, quand on sait que les entreprises viennent plutôt nous débaucher des enseignants très clairement pour repartir en entreprise, on ne les voit pas arriver massivement. Enfin, on ne sera pas surpris si ce n'est pas le cas. Oui, Sonia Princé, France Inter. Vous avez dit tout à l'heure que le nombre de pactes serait présenté en conseil d'administration. Vers quelle date à peu près ont lieu ces conseils d'administration? Et deuxième question, vous dites que les professeurs de lycée professionnel sont très impliqués. Est-ce que c'est la raison pour laquelle ils s'engageraient davantage dans le pacte par rapport aux professeurs de lycée généraux et technologiques? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? On a un CA de rentrée. Donc, le CA de rentrée, le CA d'installation, c'est dans 1 semaine ou 2 après la rentrée. C'est un CA un petit peu formel où c'est la nouvelle équipe élue, etc. Enfin, c'est l'ancienne équipe qui part et puis la nouvelle qui a... on clôt les dossiers, quoi, en gros. Là, je pense qu'on peut toujours mettre des questions diverses dans les CA. Donc, on peut déjà demander. Alors, ce qu'on demande, c'est exactement comme pour les IMP, les indemnités de mission particulière. On demande à ce que ce soit présenté et voté au CA. On n'a pas les noms, mais on a les briques prises. Donc, ça, on va les avoir sur ce... On aura une tendance dans 15 jours, 3 semaines, et puis une autre plus forte au mois d'octobre, je pense. Donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième question, tu as dit... Ah oui, pourquoi les PLP seraient plus... Alors, c'était évident dans... Mais en fait, il y a une réponse aussi toute simple, c'est qu'on a 15 briques. Les autres en ont 4 en réalité. Au lycée général et technologique, il y a les 4 briques qui nous sont communes. Et nous, on en a 15, et en plus 15 qui sont attractives. Dédoubler les classes de français maths, enseigner en bac+1, à travailler le décrochage, faire du tutorat avec nos élèves.
Alors, je pense que la brique BDE, elle ne va pas être très attractive hein, parce qu'il faut qu'on s'occupe des tuteurs en entreprise. Alors, quand on sait la difficulté, on a des rapports très réguliers et sains avec les personnels du privé qui prennent nos élèves en entreprise. Mais de là à aller les voir tous, à les faire venir au lycée, ça fait des années que c'est une ritournelle. Il faut rapprocher l'école de l'entreprise. Les tuteurs vont venir, ils n'ont pas le temps. Ils ont un temps de travail extrêmement contraint. Enfin, j'imagine, vous, en tant que journaliste, je vous mets un élève de Voix Pro. Est-ce que vous allez venir toutes les semaines nous voir dans nos lycées pro? Vous n'aurez pas le temps. Donc, ça, c'est une lubie. Il y a des briques qui sont extrêmement chronophages pour le coup. Mais je pense que c'est le nombre qui fait ça et les arnaques sur les titres des briques du pacte. Noémie Bonin, France Info. Première question, est-ce que vous surveillez de près ce qui se trame avec, pour l'instant, beaucoup de points d'interrogation sur la seconde générale et le mois de juin avec, on parle peut-être 2 semaines de stage, etc. Des interlocuteurs nous ont déjà dit, attention, il ne faudra pas que ça vienne en concurrence avec les périodes de formation d'entreprise des élèves du pro. Et deuxième question qui n'a rien à voir sur la carte des formations. Au moment de l'annonce de la réforme, Emmanuel Macron avait laissé entendre que beaucoup de formations allaient fermer très très vite. En fait, en creusant un petit peu avec le cabinet de Carole Grandjean, on avait compris que c'était ce qui était déjà prévu et que c'était le cycle du renouvellement des formations, je crois, sur 3 ans qui en fait allait s'appliquer. Donc, est-ce que là, vous craignez vous disiez, je crois, vous aurez des informations début 2024 là-dessus. Est-ce que vous craignez qu'il y ait des formations qui vont fermer en septembre prochain, que vous apprendriez que là, en janvier? Merci de ta question. Déjà, sur l'histoire des secondes en juin, on a su ça puisqu'on a vu Gabriel Attal, ils ont commencé à nous donner des pistes. Clairement, on a dit alerte tout de suite sur cette histoire de secondes. Hein. C'est dans le cadre de leur reconquête du mois de juin pour tout le monde. Clairement, bon, évidemment, ils veulent faire passer le SNU, eux. Hein, il y a ça. Mais après, il y a aussi, ils veulent donner une espèce de gage à la population pour dire que l'éducation nationale n'abandonne pas des élèves en juin. Donc, la fausse bonne idée, c'est de les mettre aussi. Alors, ils disent pour l'instant dans des associations ou à la limite même dans la fonction publique. Ils disent pas entreprise, mais c'est pas vrai. Mais il faut pas oublier que nous, nos élèves vont aussi en stage parfois dans des associations et aussi dans des services publics. Donc, de toute façon, dès qu'ils vont lâcher, si jamais ça va au bout, inéluctablement, ça met en concurrence avec les stages de nos élèves. Et on sait que déjà, c'est difficile de trouver des stages pour nos élèves. Et évidemment, quand on sait que le recrutement des stages se fait quand même sur l'apparence, etc., et, les élèves de seconde vont avoir plus de chances d'être pris en stage je ne sais pas comment ils vont appeler ça, ces mini-stages, que les nôtres. Donc oui, ils n'ont pas arbitré encore, mais on va pousser, et on a déjà poussé avant la rentrée pour qu'ils abandonnent cette fausse bonne idée. Alors, merci aussi pour la carte des formations, parce que j'ai complètement oublié d'en parler. La carte des formations, aujourd'hui, qui a la main sur les ouvertures et les fermetures? C'est l'État et les régions. Donc, clairement, nous, on va regarder de près tout ce que font les conseillers régionaux et tout ce que font les régions. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de nous dire « oui, mais vous comprenez, on a été obligé de fermer ça et d'ouvrir là parce que fermer cette filière tertiaire et d'ouvrir en apprentissage telle filière, parce que le bassin d'emploi, etc. » Clairement, les régions, il faut qu'elles comprennent qu'aujourd'hui, si elles décident de fermer les filières tertiaires, en gros, elles sont en train de participer au démantèlement total, au saccage des lycées pro. Donc, si elles ferment et qu'elles n'ouvrent pas, et qu'elles n'ouvrent pas en réalité par la voie scolaire, elles participent à cette réforme Grandjean. Donc, on a rencontré la personne qui s'occupe de la commission éducation au niveau national à la région. Ça ne nous a pas rassurés du tout. Il y avait un espèce de discours blanquérien, il ne faut pas opposer l'apprentissage à la voie scolaire, blablabla. Et puis, vous vous rendez compte, si jamais ces filières ne sont pas insérantes et qu'il y en a d'autres d'insérantes et blablabla et blablabla. On a été très inquiets parce qu'il y a déjà
il y a déjà des lycées pro, alors des proviseurs, parce que nous, on n'a pas ça, pas les collègues, hein, qui seraient engagés sur des modifications des plateaux techniques. Ça coûte une fortune, un plateau technique. Évidemment, Carole Grandjean, avec son cabinet, elle a appâté avec les 1 milliard de France 2030 pour modifier les plateaux techniques. Donc, il y a déjà des choses qui se font sous le coude. Donc, nous, clairement, là, on demande aux régions de choisir son camp. On peut pas tergiverser, comme je le disais en début en début d'entretien. Là, on est à un moment clé, un moment décisif. Alors, normalement, c'est une fois par an qu'on a les plans de fermeture et d'ouverture. Là, ils vont mettre en place des plans pluriannuels et ils vont mettre une étape supplémentaire avec les préfets de région, où il y aurait les préfets de région, les chambres consulaires et le patronat. Et clairement, dans ces moments-là, il suffit d'avoir une petite branche professionnelle des cafetiers qui vient et qui dit moi, dans notre bassin d'emploi, alors je vais prendre un exemple, je suis à Nice, dans mon bassin d'emploi, j'ai besoin que vous formiez, je sais pas moi, une vingtaine de barman, donc il faut ouvrir des barman, il faut ouvrir cette mention complémentaire, etc. Si les chambres consulaires vont dire on prend, on prend. Bon, on va fermer la filière tertiaire pour ouvrir 30 places de barman parce qu'il y en a en place. On risque d'être dans une vision extrêmement étriquée et clientéliste et qu'on va surveiller de près. Alors là, je ne sais pas s'il y a des conseillers régionaux qui nous écoutent ici, mais clairement, on va regarder ça de très près. Pour nous, il faut une planification. Dans éducation nationale, il y a national. On ne peut pas laisser le choix d'ouverture et de fermeture sans une vision nationale liée aux enjeux de demain. De quoi on a besoin demain comme personnel? Est-ce qu'on a besoin des 30 cafetiers là ou est-ce qu'on a besoin de réfléchir aux grandes transitions écologiques? Et là, si on parle de la transition écologique, il faut réfléchir au transport, il faut réfléchir aux bâtiments. Le bâti, aujourd'hui, il y a les passoires thermiques, on connaît tous. Il faut qu'on réfléchisse même à des pratiques et des contenus d'enseignement dans le bâtiment. Le grand âge, c'est un enjeu de demain, on le sait. Nous, on forme les jeunes à ces métiers de demain, mais il faut revoir les contenus de formation et les temps de formation. Nous, on protège, contrairement à l'apprentissage, les jeunes, on ne les envoie pas dans des EHPAD quand elles sont en seconde. Nos jeunes élèves en ASSP, par exemple. On essaye de les protéger le plus loin possible parce que, évidemment, c'est pas simple psychologiquement de se confronter à la mort, de se confronter aux personnes âgées, à les nettoyer. Il y a des gestes techniques qui sont extrêmement compliqués. Donc, comment on peut réfléchir pour que la formation des jeunes qui vont sur ces métiers-là soit ambitieuse et aussi respectueuse de l'adolescente, tout simplement. Donc voilà, c'est des vraies réflexions comme ça. C'est pas ça qui va se passer, hein. Malheureusement, ça va être un truc de clientélisme. Tiens, je dis la fédération des cafetiers ou une autre fédération, organisation, branche professionnelle. Et puis, ouais, c'est ça. C'est clairement, on assigne les jeunes à résidence géographique là pour le coup. Si on calibre toutes les filières professionnelles vers les métiers uniquement de proximité, c'est-à-dire que, et c'est complètement contradictoire avec ce qu'ils veulent mettre en place au collège. Au collège, ils veulent développer la connaissance des métiers. Ils vont connaître plus de métiers que de notions, d'ailleurs, en français en maths, hein, parce que l'objectif, c'est de connaître au moins 400 métiers. Et ceux qui se dirigent vers la voie professionnelle, on va leur boucher leur avenir en disant, non, il n'y a que 4 filières dans ton bassin d'emploi, c'est hôtellerie, restauration, bâtiment, nettoyage et SSP. Donc, on va combattre, hein, mais ça va être dur, en fait, parce que c'est dur de faire comprendre ça Nous, on ne peut pas faire un slogan pour l'expliquer. Juste pour compléter, pour expliquer pourquoi nous, on le voit comme ça, c'est parce qu'ils sont en train de copier ce qu'ils font pour la formation continue dans la formation initiale, puisqu'ils sont venus rajouter un étage à la fusée de la constitution des cartes de formation, qui est le préfet, avec des réunions par bassin. Et tout va partir de ces éléments-là. Donc, on est vraiment sur un équationnisme pur qui fait que pour nous, en dehors des grands slogans qu'ils sont en train de nous sortir nationalement, dans les faits, on va y arriver. Et on le saura même, je pense, dès novembre, parce que dans les régions, les conseils régionaux, ils vont statuer en novembre-décembre. Et dans les rectorats, ça va être aussi à ce moment-là. Donc, les plans, on espère les avoir à ce moment-là. Et s'il y a vraiment des plans qui se mettent en place, qu'il y ait aussi des plans au niveau ressources humaines et d'accompagnement très fort des collègues. Maintenant, c'est bon.
qui se ferme dès septembre de l'année prochaine. Oui, ça, par contre, c'est ce qu'on sait habituellement, que dans tel établissement, une telle filière ferme pour la rentrée suivante. On le connaît arrivé en automne. On aura sûrement des infos parcellaires avant, puisque les établissements qui auront voté en CA à la fermeture de la section, enfin, pas forcément voté, mais qui ont eu l'information en conseil d'administration, nous alertent régulièrement. Antonin Gauze, AEF Info. Emmanuel Macron avait vraiment, sur les BDE, enfin les bureaux des entreprises, c'était vraiment, il avait martelé qu'il voulait vraiment un référent, enfin un responsable du bureau par lycée. Donc vous nous disiez que ce ne sera pas le cas. Est-ce que c'est quelque chose que vous estimez? Est-ce que vous avez un retour entre guillemets officiel qu'ils n'y arriveront pas? Et pour quelles raisons? Est-ce que c'est question de financement? Ils n'ont tout simplement pas les financements ou manque de volontaires? Et est-ce que vous avez un peu des retours sur les profils du coup qui recrutent au début? Il y avait, enfin voilà, on disait qu'on les recrutait en interne, des profs, etc., du monde extérieur. Est-ce que vous avez des retours sur les profils de ces responsables? Merci. Ouais, alors on n'a pas de retour hyper rigoureux, hein, parce que tout ça a commencé en mai. Alors on a vu, au départ, ils avaient ciblé uniquement par France Travail, pardon, maintenant, Pôle emploi. Donc ils ont cherché par Pôle emploi, ils n'ont pas trouvé. Du coup, ils ont ouvert plus largement au PLP. Et en fait, les premières remontées qu'on avait, c'était plutôt des DDF, les directeurs de la formation professionnelle, et des adjoints qui ont candidaté. Les grilles salariales sont en réalité laissées à la discrétion des régions. C'est les régions qui décident, c'est des entretiens contractuels, des rectorats, pardon. C'est des entretiens contractuels avec un service du rectorat et c'est eux qui recrutent. Donc, on sait qu'il n'y avait pas une émulation forte, enfin une attractivité très forte au mois de juillet. Bon, Carole Grandjean a l'air de dire que ça y est, tout est fait, tout est bouclé, que le recrutement s'est très bien passé. Mais en réalité, une chose est sûre, c'est comme c'est passé dans les conseils supérieurs académiques, on sait qu'il n'y a pas un par... déjà, on le savait, sur le schéma des postes. Alors, quand même, on va le surveiller de près, hein, ce BDE, parce qu'on parle du pacte qui est le bras armé de la réforme, et ce BDE pensé en tant que réseau, c'est un autre bras armé. Il est piloté par le chef d'établissement et il va essayer de s'entourer. Il y aura un référent, évidemment, qui va être recruté, et il va s'entourer certainement de certains pactés. Parce qu'il y a aussi une brique du pacte qui est liée au lien école-entreprise. Il va aussi peut-être s'entourer de personnel pacté dans le décrochage et le tutorat. Donc, on va vraiment regarder de près. Ce BDE nous inquiète, en réalité, autant que le pacte. Bonjour. Juste une question sur le collège. Cette année, on nous parle d'une nouvelle 6e et d'une heure de découverte des métiers en 5e. Ça peut concerner vos futurs étudiants. Comment est-ce que vous voyez cette mise en place pour cette année? Alors ça faisait partie, la découverte métier, c'était au départ une mesure de la réforme. Ils l'ont externalisé pour se dire on ne va pas créer des liens entre le SNES et le SNUEP. Ça, je pense qu'ils ont eu peur de la riposte collective. Donc sur les collèges, on va le dire, on se le dit entre nous clairement, hein, en réalité, ils sont en train d'essayer d'organiser une orientation la plus précoce possible. Quand ils disent que le lycée pro ne va plus être une voie subie, mais une voie choisie, ils vont essayer de coloniser les esprits des jeunes dès la 5e qui auront des difficultés en réalité scolaires fortes pour leur dire ton trajet scolaire, il est tout tracé, t'inquiète pas, même si tu travailles pas bien, tu iras en lycée pro. Hein. C'est ça qu'ils sont en train de vouloir faire. Hein. Donc, oui, ça va concerner nos futurs élèves. Ça veut dire qu'en gros, on n'aurait plus le droit à l'erreur. Si on est en 5e et qu'on travaille mal à l'école, ce qui peut arriver parce qu'il y a un chaos, il y a une difficulté ponctuelle, ou déjà, ils seront... C'est un peu le cas avec les SECPA aujourd'hui. C'est un peu le cas avec les 3e prépa pro, qui sont déjà, hein, on va le dire entre nous, des SAS avant l'entrée en lycée pro. Mais là, ils veulent clairement élargir ça.
Anaïo pour Radio Classique. En termes de salaire, est-ce que vous savez du coup, est-ce qu'ils ont sorti les grilles salariales au moment de signature du pacte aussi? Est-ce qu'il est précisé à chaque enseignant combien il gagnerait en plus? Est-ce que vous pouvez nous rappeler le salaire moyen pour du coup les PLP? Donc une brique pacte LP, c'est comme une brique collège LGT, c'est 1 250 € brut pour l'ensemble de la mission à l'année. Et donc, par contre, la note de service précise très clairement, ils y tiennent parce qu'ils tiennent à la mise en œuvre de leur réforme. Le pacte LP de référence, c'est celui qui a 6 briques, donc jusqu'à 7 500 € brut. On est sur un salaire moyen des PLP qui est à 2 400, alors je dis vraiment de mémoire, mais autour de 1 500 €, prime, indemnité, tout compris. Hein. C'est pas le brut. Enfin, juste lié aux 18 heures. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui. On parle de la difficulté de convaincre. C'est forcément une somme qui est attractive quand on voit la paupérisation des enseignants, puisque la revalorisation d'1,5% du point d'indice en juillet ne vient pas compenser l'inflation des 5%, et y compris les augmentations pour tout le monde en termes d'indemnité, que ce soit l'indemnité. Nous, on appelle l'ISO, suivi des élèves, là, qui est valable pour tout le monde, mais aussi la prime d'attractivité ne vient pas compenser cette inflation. Pour preuve, c'est qu'aujourd'hui, y compris des collègues qui sont en plutôt début de carrière, malgré les progressions d'échelon, ils seront éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que même en progressant dans la carrière, le pouvoir d'achat diminue. Donc, voilà, il y a un choc à avoir au niveau des rémunérations. La moyenne de 5% qui concerne aussi les PLP en cette rentrée est largement insuffisante. Pour nous, c'est inacceptable que le ministre dise aujourd'hui dont acte, la partie salariale, elle est gérée, on passe à autre chose en termes d'attractivité. Non. Il y a des revalorisations indiciaires très fortes à faire. Il y a un rattrapage à faire des pertes depuis très longtemps. Donc, et ce n'est pas en proposant, il assume, hein, de travailler plus pour gagner plus, mais aussi pour déstabiliser, pour dévaster nos lycées pro, qu'on peut accepter cette carotte du pacte qui est difficile. Il faut aussi qu'on soit clair, on a effectivement plus de contractuels dans les lycées pro que dans le reste des établissements. On disait 16%, quand en moyenne en collège LGT on est à 7%, 8% maintenant, donc 2 fois moins. Ça veut dire aussi que ce sont des salaires qui sont plus faibles. Même si aujourd'hui, on sait pertinemment qu'on a des collègues contractuels qui vont négocier leur salaire avec les rectorats pour rester. Ils disent à moins de temps, je ne reste pas dans l'établissement. Je ne reste pas chez vous. Donc, non, pour nous, le sujet salaire reste un sujet majeur à côté de la réforme de lycée pro et du pacte, et qu'on va continuer à agir sur ce sujet-là, puisqu'il y a des conséquences très fortes, le salaire du quotidien, mais on pense aussi derrière pour les collègues qui partent à la retraite en ce moment et dans les mois et années à venir. Bon, je crois qu'on va clore cette conférence de presse. Déjà, merci à toutes et tous d'être venus nombreux et merci de vos questions. Je vous propose, je vais me mettre dehors si vous voulez qu'on poursuive ou des prises de son. Je me mets à votre disposition, mais dehors, comme il y a un rayon de soleil, on va en profiter. Merci encore.